Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, place à l'art. J'attends le micro de Cryptosta Arc, artiste et designer de tokens NFT sur Rarible. En octobre, il était dans le top 10 mondial des meilleurs vendeurs avec plus de 100 Ethers au compteur. Il a travaillé aux côtés de Cryptomatrix ou encore Bankless pour élaborer des cartes NFT à destination de leur communauté. Arc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Arc du coup, ou Arcé, on sait pas trop encore comment, comment le prononcer. Du coup moi je suis graphiste à la base depuis pas mal d'années, j'ai bossé pour des festivals de musique, j'ai fait de la vidéoprojection sur Monument aussi pour de l'événementiel. Et du coup j'ai découvert le milieu des NFT il y a pas longtemps grâce à une vidéo de Cryptomatrix qui présentait justement son token qu'il avait fait et que j'ai trouvé très intéressant en fait, et j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans ce milieu-là. Et c'est vrai qu'il y a une grosse mouvance du coup sur tout ce qui est artistique aussi, et tout ce qui est un peu fun aussi dans le collectionnable, donc j'ai tenté un peu l'aventure quoi. Comment es-tu arrivé dans le milieu des crypto-monnaies? Alors à la base, pas du tout avec Cryptomatrix. À la base, moi j'ai été vraiment biberonné avec le trône, qui sont hyper pointus sur l'analyse technique, et très, euh, comment dire, qui enlève toute émotion en fait dans l'analyse. Donc c'est très bien pour commencer, pour se former vraiment avec des bases solides. J'ai fait quelques conneries quand même, comme tout le monde, hein, quand on commence la crypto, on perd toujours un petit peu. Et du coup, je suivais surtout le Trône et Cryptomatrix et quelques autres chaînes comme ça en parallèle, quoi. Mais du coup, ouais, ça fait 6 mois. Je suis rentré vraiment dans le milieu de la crypto pendant la première crise Covid, hein, comme pas mal de gens. C'était un bon point d'entrée avec des points très bas. Et du coup, voilà. On l'a dit, tu crées des NFT, mais au fait, qu'est-ce que c'est un NFT? Alors, un NFT, en fait, c'est un token qui est duplicable avec un nombre défini. Et du coup, bah là, c'est principalement adapté pour les images, quoi. En gros, si un artiste a envie de diffuser une œuvre, par exemple en 10 exemplaires, il, euh, il publie il publie son œuvre, et les gens peuvent l'acheter avec un prix défini. Et voilà. Donc là, les principaux acteurs, c'est vraiment Rarible là qui a explosé. Sinon, il y a des trucs un petit peu plus pointus avec Super Rare et comment ça s'appelle, Maker Place, qui ont des enchères qui peuvent aller jusqu'à 20 ETH, donc ça fait quand même déjà une belle somme. Et voilà, donc c'est vraiment basé sur ce principe de non-fungible token, comme on dit en anglais. Quand tu as découvert ce monde en tant que graphiste, qu'est-ce que tu t'es dit? Ça va être une expérience marrante ou alors ça va révolutionner le monde de l'art? Euh, Franchement, pour commencer, en fait, j'avais déjà un projet de t-shirt basé sur la crypto qui a pas du tout fonctionné. Du coup, j'ai récupéré le visuel que j'avais fait pour le mettre sur une carte, et j'ai essayé, et du coup, bah, il y a des gens qui ont commencé à l'acheter, et de fil en aiguille, ça a créé une espèce de petite communauté autour de ça, principalement sur Twitter parce que c'est là-bas que ça se passe. Et, euh, et du coup, c'est un petit peu fun quand même le principe des cartes à collectionner. C'est pas hyper sérieux, mais enfin j'y mets beaucoup de sérieux quand je le fais, hein, mais ça reste le côté un peu fun de mon travail. Et maintenant, depuis que j'ai réussi justement à me faire un petit peu connaître là-dessus, j'arrive à vendre des sculptures en 3D qui sont un petit peu plus arty, comme on dit. Et du coup, là, je commence à vraiment me faire plaisir. Ouais, j'aime bien avoir ces deux parts en fait, un peu plus sérieux et un petit peu plus fun aussi. Concrètement, comment on fait pour créer une œuvre sur la blockchain? C'est à travers des lignes de code ou tout simplement à travers ta suite Adobe classique? Alors, bah, pour tout ce qui est création, du coup, moi j'ai une tablette graphique, j'utilise principalement Illustrator, Photoshop et After Effects. Et pour la 3D, j'utilise ZBrush. Sinon, pour tout ce qui est ce qu'on appelle mint, un token,
il y a aucune ligne de code à faire. C'est vraiment Rarible, c'est une plateforme très user-friendly, comme on dit. Donc on upload une image, on met les caractéristiques qu'on veut, description, prix, nombre de tokens qui seront disponibles à la vente. Et voilà, il y a vraiment aucun code. Et comment on fixe le prix d'une œuvre dans ce nouveau monde? Il n'y a pas tellement de référentiel. Franchement, au début, j'y suis allé un peu au pif, hein. On regarde un petit peu en référentiel, justement, ce qui se fait déjà. On regarde un peu les top sellers, les top buyers, et ceux qui étaient déjà installés un petit peu. On essaye de jauger, parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'au début, on n'est pas connu du tout. Donc on met un prix assez bas. Et après, on essaye d'augmenter un petit peu au fur et à mesure. En fait, tout se passe par le principe de rareté et de hype, entre guillemets, autour de ce que je fais, par exemple, en l'occurrence. Vu qu'il y a beaucoup de gens, moi, quand je upload un truc, tout est vendu en général en 3-4 minutes, en fait. Là où au début, c'était plus en 3-4 heures. Donc là, je sais que même si je voulais augmenter les prix, je pense que je pourrais le faire, mais par principe, je le fais pas parce que ça reste un investissement pour les gens et j'ai pas envie qu'ils se ruinent parce qu'on connaît pas l'avenir. On sait pas si ça va perdurer, enfin j'espère, mais voilà. Donc après, c'est le juste milieu entre la morale, ce qui est un concept particulier dans la crypto, je sais bien, et l'offre du marché en fait, et puis la rareté qu'on crée, qu'on crée soi-même sur son projet en fait. Comme moi je limite toujours mes cartes par exemple à 10 exemplaires, c'est là où ça prend la valeur. Quand les 10 cartes sont épuisées, là le prix commence à monter. Et si j'ai bien compris, il y a ensuite la possibilité de revendre les œuvres et celles des artistes les plus connus s'arrachent à des prix exorbitants. C'est ça. Alors du coup ça crée un espèce de marché secondaire. Une fois que tout est sold out, les gens commencent à revendre, ils fixent un prix de revente, et là, ça, comme un marché normal en fait, c'est un petit peu la lutte entre les vendeurs pour avoir le prix le plus bas, et ils font leur pub aussi de leur côté, et du coup voilà, il y a aussi des analyses graphiques sur OpenSea, qui est la plateforme qu'utilise Rarible en fait, donc on peut voir un petit peu l'évolution du marché, avec ses hauts et ses bas, mais en fait ça réagit vraiment comme un marché normal. C'est-à-dire que si quelqu'un est patient et qui hold son token, il pourra le vendre beaucoup plus cher a priori si l'artiste arrive à performer. Et les impatients font baisser les prix comme toujours, comme sur TradingView quoi. Et toi, ta création qui a le plus explosé, c'était de quel ordre de prix? Il me semble que c'est la première carte que j'ai fait de Satoshi, qui a été vendue à 4 ETH, alors qu'à la base elle était à 0,10 centimes d'ETH, donc il s'est fait plaisir le vendeur quoi. Ôte-moi d'un doute, c'est pas encore défiscalisé comme art? Comme tout, hein, tant que ça reste en ETH, s'il n'y a pas de problème d'impôt, il n'y a rien. Sinon, par contre, pour le délire de défiscaliser, parce qu'on sait que le marché de l'art actuel, justement, est complètement rongé par cet aspect-là. C'est-à-dire que les riches achètent des œuvres à des prix exorbitants pour mettre de l'argent dedans. Et on sait aussi que ces mêmes riches, c'est un club très restreint, qui s'échangent les œuvres, etc., pour faire monter aussi la valeur de l'œuvre. Et c'est ce qui crée le mouvement de l'art actuel complètement pipoté. Et eux, ils ont des déductions d'impôts, du coup. Par contre, pour les NFT, je suis pas sûr. Mais pour nous, ce qu'on gagne en tant qu'artiste, ça se passe comme notre cher Macron l'a prévu. Hein, c'est si tu sors ton argent en fiat, tu payes 30%, quoi. Question peut-être un peu complexe, quelle est ta vision de l'art numérique? Ouais, c'est assez compliqué à analyser parce que c'est très récent encore. Par contre, on peut déjà regarder un petit peu l'art numérique actuel. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Il y a des artistes très connus qui font des installations vidéo dans les musées déjà. Hein. Moi, par exemple aussi, quand je faisais de la projection sur monument, c'est considéré comme de l'art numérique aussi. Et j'ai déjà fait aussi dans les musées. Pas à mon nom, mais pour des événements en gros, quoi. Après, le problème de l'art actuel, c'est qu'il est vraiment basé sur un principe de subvention de l'État,
C'est-à-dire que tous les musées, les centres d'art, etc. sont subventionnés. Donc les artistes sont sélectionnés selon des critères déjà de notoriété aussi à la base. Il faut que le mec ait un petit peu de passé et de relationnel, comme on dit. Après, je veux pas critiquer complètement le milieu de l'art, hein, mais j'ai quand même une certaine amertume là-dessus. Et on voit aussi, par exemple, que nos impôts servent à financer des œuvres d'art à plusieurs millions sur des musées, sur des ronds-points et sur la place publique, tu vois. Donc c'est quand même un côté assez dérangeant. Surtout qu'il faut savoir que ces artistes-là ont une rente à vie en fait pour entretenir leur œuvre en fait. Donc ils peuvent toucher 10 000 balles par mois pour entretenir une œuvre qu'ils ne feront jamais. Ils n'iront jamais l'entretenir, c'est évident. Sauf rare cas, bien sûr. Donc ça, c'est pour le côté art actuel. L'art numérique, ça a toujours été un petit peu considéré comme un truc, ouais, c'est expérimental, là. D'accord. Ça a quand même imposé un peu ses lettres de noblesse. Moi, je sais que j'ai fait une école assez classique dans sa démarche, avec du dessin à la main assez poussé quand même, et avec aussi une part d'art numérique forcément. Donc moi j'ai vraiment les deux aspects, donc j'ai aucun problème avec les deux, et j'aime beaucoup dessiner à la main. J'ai aucune préférence en fait, sachant que par exemple Mobius il dessinait plus du tout à la main à la fin, il dessinait que sur un écran tactile quoi. Et pourtant on le considère comme un des grands artistes de la bande dessinée. Et du coup par rapport à maintenant, je sais vraiment pas où ça va aller en fait, parce que là j'ai l'impression que pour l'instant ce qui plaît aux gens c'est quand il y a une animation déjà dans l'image et dans l'œuvre, ils ont pas trop le feeling avec les œuvres fixes, parce que peut-être il faut attendre aussi que plus de gens arrivent dans ce milieu-là. Sinon après je sais pas, ça peut vraiment évoluer dans toutes les directions, parce que il y a toute la partie d'œuvres en réalité augmentée. J'en ai fait deux aussi là-dessus, où le dessin sort de l'écran du coup quand le film avec un smartphone. Donc ça c'est une partie super intéressante qui peut ouvrir pas mal de possibilités sur ce médium-là. Sinon il y a aussi tout ce qui est réalité virtuelle, donc avec un casque, où là les œuvres peuvent se vendre très cher aussi. J'en ai vu partir à 25 ETH. Des mecs créent des petits univers en fait qui vendent comme ça sous forme de NFT. Et voilà, ça fait aussi partie de toute cette mouvance de l'art. Après, ce que je trouve super intéressant, moi, principalement sur Rarible, justement, parce qu'il n'y a pas de droit d'entrée, en fait. Tout le monde peut publier sur Rarible. C'est qu'on assiste à un véritable chaos, mais vraiment total, où il y a tout et n'importe quoi. Et là, c'est la loi de la blockchain qui fait lieu, quoi. C'est les gens qui choisissent qui sera mis en avant ou pas. Il n'y a pas d'histoire de magazine ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y en aura toujours. Ça. Les gens connus qui arrivent sur la plateforme directement sont dans les top sellers. Mais moi, par exemple, je suis arrivé avec rien du tout. Je galérais à payer mes frais mes frais de gaz pour publier au début. Et de fil en aiguille, je suis dans le top 10 des top sellers du mois. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut faire quelque chose là-dessus. C'est ça que je trouve très intéressant. Parce que dans le milieu de l'art, justement, actuel, il faut avoir aussi son droit d'entrée, quoi. C'est pas évident de pouvoir, rien qu'avoir le droit d'exposer, c'est déjà quelque chose, en fait. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Encore un secteur qui pourrait être largement démocratisé grâce à la blockchain. Justement, est-ce que tu penses que ça peut être un réel game changer du modèle culturel actuel, comme la DeFi l'a été pour la finance cet été ? Alors, j'aime pas trop le comparer à ça, parce que déjà je félicite toutes les personnes qui ont acheté des superbes tokens avec des noms de nourriture. On voit qu'ils ont fait un bel investissement, mais je pense que ça peut vraiment retourner le game, comme on dit, parce que finalement, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que ce qui est réel n'a pas vraiment d'importance sur le toucher ou etc. Quelque chose qu'on voit, par exemple mes sculptures en 3D qui tournent, moi je passe des minutes à les regarder dans les détails et tout, j'apprécie beaucoup les regarder, comme si c'était un objet réel en fait. Et ce qui est très intéressant
dans l'art NFT, justement, c'est que, comme je dis souvent, ça existe uniquement si les gens croient que ça existe, en fait. Et ça leur donne leur sens. Parce que, dans le principe de base, ça n'a aucun sens. Tu vends des gifs. C'est quand même assez absurde, mais puisque les gens y mettent une importance et croient en tout ça, dont les investisseurs, etc., ça prend vraiment un sens concret. Donc après, est-ce que ça va détruire le marché de l'art actuel et le remplacer? Je pense pas, même si je trouverais ça très drôle qu'on arrive à tuer l'art actuel pour le faire renaître sous une nouvelle forme. Mais en tout cas, ça peut très bien se compléter et donner une nouvelle dimension à l'art qui n'est pas juste quelque chose d'élitiste et de fermé, où tout le monde peut publier, tout le monde peut acheter, parce que aussi c'est très intéressant, tout le monde peut acheter une œuvre d'art en NFT, selon le prix qui vaut bien sûr, mais si un artiste débute et que tu achètes son œuvre, tu attends un an et qu'il a bien percé, tu peux la revendre très cher. Enfin, du moins j'espère, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, mais je pense qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui va se passer dans ce milieu-là, ouais. Question d'ordre pratique, combien de temps mets-tu pour créer un NFT ? Le Bitcoin, j'ai dû mettre 5-6 heures, j'ai passé une nuit dessus en fait, en gros. Pareil pour mes sculptures avec des visages, je mets 5-6 heures en général, avec 1 heure ou 2 de rendu ensuite, quoi. Et voilà, après c'est difficile à quantifier parce que quand tu crées, en fait, tu comptes pas vraiment les heures que tu passes, et c'est tout le problème de ce métier-là aussi, c'est qu'on sait jamais trop, quand on est indépendant, combien on va faire payer un client, parce qu'on sait pas combien de temps on va passer sur l'aspect créatif, en fait, ouais. Et quelles sont tes sources d'inspiration devant ta tablette et ton Mac ? Bah, au début, je suis parti vraiment sur quelque chose qui est lié à la crypto, en fait. Parce que je trouvais ça approprié. Donc les cartes sont vraiment basées sur la crypto. Après, l'inspiration graphique, c'est une déclinaison d'un de mes styles principaux que je fais depuis pas mal de temps, quoi. Et sinon, justement, moi j'essaye de développer plus le côté parallèle, plus art et séparé du monde de la crypto. Donc j'essaye de faire cohabiter les deux. Et voilà, sinon mes inspirations principales, c'est très vaste, hein, parce qu'en bande dessinée, comme je le disais, il y a Mobius. Pour tout ce qui est vraiment art, sculpture, etc., moi j'ai toujours été un grand fan de Rodin, par exemple. J'aime beaucoup Picasso aussi, parce que graphiquement, forcément, c'est très intéressant, mais enfin, j'ai vraiment un millier de références dans l'art, comme je m'y intéresse beaucoup, et tout ne se répercute pas sur mon travail, mais voilà. On connaît désormais les NFT d'art, comme tu le fais, mais il y a autre chose de très intéressant que la blockchain peut apporter à cet univers. Diviser le prix d'une œuvre importante en plusieurs morceaux, que les particuliers peuvent ensuite acheter et échanger, tout en prouvant leur authenticité. D'où ma question. Est-ce qu'un jour, on va tokeniser notre Joconde ? Ah oui, ça c'est très intéressant comme aspect aussi, parce que il y a justement l'aspect de diviser une œuvre, donc de la dupliquer du coup en plusieurs parties, donc il y a 3 fois l'œuvre qui existe en NFT, mais on peut aussi justement tokeniser une seule œuvre et la diviser en plusieurs parties. Et il me semble que ça a déjà été fait, hein. C'est de tokeniser la Joconde. Faudrait que, enfin, j'avais lu des choses comme ça, ou alors des théories sur le fait justement qu'on puisse le faire. Mais tu sais que par exemple en Irlande ou en Écosse, ils vendent des terrains avec le titre de Lord, exactement de la même façon en fait. C'est pas du coup, on n'appelle pas ça des NFT, mais ils le font depuis des années. C'est que tu achètes une toute petite parcelle d'un château qui est en rénovation, et tu obtiens ton titre de Lord et ce petit carré de parcelle. Donc c'est vraiment le même principe en fait. Je pense que ça peut arriver. Par exemple, là je parlais avec un apiculteur justement, avec qui je vais peut-être travailler, qui veut tokeniser ses ruches. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que plusieurs personnes financent une ruche et reçoivent du miel en échange, tu vois. En fait, c'est applicable à absolument tout dans la vie, finalement. Ça peut être un achat collaboratif, en fait. Pour rappel, en plus d'être des œuvres d'art sympas à conserver, les NFT peuvent servir à de nombreux usages.
Tu as par exemple travaillé avec Cryptomatrix ou encore Bankless autour de cartes NFT dans l'objectif de soutenir ses créateurs en ayant une contrepartie sympa en tant que contributeur. Penses-tu que les NFT, dans lesquels on pourrait ajouter de nombreuses fonctionnalités, pourraient résoudre les problèmes liés à l'économie du numérique, comme l'abonnement de la presse ? Tout à fait. Après, l'abonnement de la presse, ça a toujours été un sujet compliqué. Je sais qu'il y a que Canard PC, a priori, qui a réussi à gagner son indépendance totale avec un système d'abonnement et diverses techniques. Du coup, je sais pas trop comment on pourra encore appliquer ça. Là, c'est vrai que justement, avec Bankless, on cherche un moyen de les aider à se financer. Donc, on a vendu un premier token qui a fait que ceux qui ont acheté le token pouvaient avoir en avance le prochain article. Là, en ce moment, justement, il est en train de réfléchir à des solutions d'abonnement. Et comme il est très technique, c'est des mecs assez pointus, hein, les mecs de chez Bankless, ça rigole pas. Donc il est en train de regarder tout un système de décentralisation des notifications, etc. Enfin, il essaie de chercher vraiment des solutions pour que justement, il y a un avantage en plus de l'abonnement pour avoir ça. Après, le fait de donner un token d'image, ça a la valeur affective qu'on y met. Déjà d'une part, ça vaut rien au niveau de l'argent, l'affection, on connaît bien, mais après il y a tout l'aspect spéculatif qui peut être intéressant si les gens qui achètent ce token se prêtent au jeu, qui fait que si tu achètes un abonnement lié à une carte, à une de mes cartes par exemple, tu peux imaginer que dans un an elle vaudra cher. Ou pas, on sait pas, hein, là je spécule moi-même. Mais du coup, ça met un autre intérêt aussi à la chose. Après, tout est encore en construction, mais c'est vrai que la presse, ça serait bien de trouver des solutions liées à ça, ça peut être très intéressant, ouais. On pourrait imaginer que les NFT deviennent une valeur affective, puis spéculative derrière, mais également qu'elles deviennent une clé dans les accès d'un site pour accéder à des espaces privés, des contenus en avance, et potentiellement même devenir un collatéral dans la DeFi. Bref, que ça apporte bien plus qu'un GIF animé. Quand tu crées un NFT, tu peux, sur Rarible en tout cas, tu peux lui lier un n'importe quel lien en fait. Donc tu peux mettre absolument ce que tu veux qui soit lié à ton token. Moi par exemple, j'ai aussi sorti une expérience de projet musical où je sors chaque semaine un des morceaux et je lis un wave dedans quoi en fait. Tout comme le concert de Travis Scott en avril dernier sur Fortnite, qui, pour ceux qui n'ont pas suivi, avait réuni des millions de joueurs sur un jeu en ligne, est-ce qu'on arrivera un jour à ce que des milliardaires russes s'échangent des NFT sur Decentraland ? C'est déjà le cas en fait, hein. On croit que c'est absurde, mais c'est déjà le cas. Et par contre, peut-être pas dans Decentraland parce qu'il y a quand même un petit problème un petit problème graphique dans Decentraland, même si j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur endroit pour admirer des choses, quoi, parce que c'est toujours un petit peu baveux, les textures, etc. Donc ça pose un petit problème. Et au niveau polygonal, par exemple, tu peux pas mettre une de mes œuvres dedans. Il y a des millions de polygones. Quand c'est une sculpture en 3D, tu peux pas. Mais je sais que par exemple, il y a des artistes qui vendent des sculptures sur Decentraland, faites pour décorer ton intérieur ou ton extérieur, quoi, ou ta parcelle de terrain. Et donc là-dessus, il y a un marché qui se crée. Ensuite, pour tout ce qui est visite de musée, c'est déjà aussi le cas avec la réalité virtuelle, hein. On peut déjà visiter des musées avec un casque. Je pense que ça se développera beaucoup. Et ensuite, il y a quand même je sais pas, parce que c'est difficile de comparer les deux, parce que bien sûr, c'est deux choses qui sont faites pour véhiculer la même chose, entre guillemets, mais il y a quand même un plaisir aussi de se déplacer dans un musée et de voir une sculpture en vrai ou un tableau en vrai, bien sûr, ça c'est évident, mais on peut très bien créer autre chose en parallèle, où c'est tout à fait appréciable de regarder quelque chose avec un casque ou sur ton écran, du moment que la chose existe en fait et que tu peux observer ses détails et apprécier ce que l'artiste a voulu exprimer, finalement ça revient un petit peu au même. Et pour revenir un petit peu sur l'aspect de réalité,
On voit bien que le Covid change aussi totalement notre notion de la réalité, hein, parce que quand les mecs sont restés enfermés pendant 2 mois, là, ils ont complètement pété un câble. Donc, ceux qui arrivent à s'adapter sont un petit peu ceux qui ont l'habitude de rester chez eux, quoi, donc les geeks, etc. Ça leur pose moins de problèmes. Mais finalement, si on reste dans une situation comme le Covid, on va vraiment changer notre aspect du réel, parce qu'on va plus voir grand monde et on va plus sortir beaucoup. Mais bon, j'ai bon espoir quand même que ça s'arrange. Assez impressionnant. Et justement, en arrivant dans la crypto en mars, avais-tu imaginé être dans le top 10 mondial des meilleurs vendeurs sur Rarible quelques mois plus tard? Ouais, non, pas du tout. Moi, je suis arrivé vraiment dans la crypto. Déjà, j'ai hésité parce que je me suis dit, oh, ça va être chiant quand même. Et puis, j'avais déjà loupé une entrée juste avant 2017, donc je me suis dit, je vais quand même peut-être pas faire 2 fois la même erreur. Donc, je me suis intéressé. Je suis vraiment resté dedans grâce au trône, hein, parce que j'étais sur leur Discord et c'est vrai que t'apprends énormément avec leur communauté. Et du coup, tu gardes le fil, tu as envie de connaître tout ce qui se passe autour, parce que une fois que t'as mis le pied dedans, en fait, tu te rends compte que c'est pas uniquement une question de spéculation ou d'argent, c'est aussi une question de projet, euh, de révolutionner l'aspect économique, de révolutionner les les choses concrètes aussi, parce qu'on voit déjà des EDF par exemple qui va travailler avec Tezos en tant que vérificateur, il me semble. J'ai pas très bien lu l'article encore, mais ça arrive vraiment dans la vraie vie en fait. C'est vraiment l'avenir du monde réel, justement, encore une fois. Donc je me posais pas de questions, tu vois, j'avançais, j'essayais de me faire un petit peu d'argent en spéculant. J'en ai perdu un petit peu aussi en spéculant, forcément. Et mais je m'y attendais pas du tout, non, à faire de l'art lié à la crypto. C'est la meilleure surprise que j'ai eu de ma vie pour l'instant, hein. Surtout que ça marche aussi bien, c'est incroyable, hein. Moi, j'en reviens pas, ça fait que 3 semaines que j'ai commencé, donc... Et actuellement, as-tu abandonné ton travail pour te concentrer à fond sur les NFT? Non, non, j'ai encore mon travail normal, hein. J'essaie de garder la tête sur les épaules, parce que si je me casse, allez, salut patron, et que le lendemain tout s'écroule, je serais bien embêté quand même. Et de toute façon, je vais pas abandonner mon travail non plus. Enfin, je vais pas juste partir comme ça, comme un voleur. Mais pour l'instant, en gros, je travaille la journée et le soir, je travaille pour Rarible, quoi. Donc, c'est assez épuisant. Les 2 premières semaines, j'étais vraiment à bout. Là, j'essaye de tempérer un petit peu, mais c'est tellement grisant en fait de voir que ça marche forcément. Et de créer quelque chose, tu vois, on est un peu une petite pierre dans cet édifice. Du coup, c'est super excitant en fait. C'est comme si on était un peu les pionniers, même s'il y a des artistes qui font ça depuis un moment en fait, parce que c'est pas tout nouveau non plus. Là, on entend vraiment parler parce que ça se démocratise un petit peu. Mais voilà, non, pour l'instant, j'ai une vie normale et et voilà. As-tu d'autres gros projets en tête, comme la collaboration avec l'apiculteur dans les semaines à venir? Euh, pour l'instant, non, j'ai des projets personnels en tête, mais j'en parle pas encore. Sinon, quelques partenariats, du coup, avec certains projets, quoi, un petit peu comme pour Bankless, pour essayer de les aider aussi de mon côté. Sinon, non, ça se développe petit à petit. Je parle un petit peu avec des gens qui veulent créer justement des chaînes YouTube avec comme thème les NFT ou ce genre de choses. Mais non, mais je reste super ouvert au projet, hein, comme celui des ruches ou autres. C'est vraiment super intéressant ce genre de choses. Et quand tu travailles avec quelqu'un, comment te mets-tu d'accord sur le prix? Est-ce que tu demandes une avance ou est-ce que la vente du token te suffit? Ça dépend, mais non, de toute façon, moi je demande toujours 50-50, hein. Je le laisse vendre s'il veut, mais c'est 50-50. Parce que je connais trop bien ce discours dans le milieu du graphisme, dans le milieu artistique, c'est oui, mais je vais t'apporter de la visibilité, etc. Ouais, mais déjà on n'en sait rien. Et la visibilité, ça peut être payant après, mais je pense que 50-50 c'est réglo, c'est le meilleur deal qui puisse être. Et c'est pour ça, moi je refuse quand on me propose des choses 80-20 où le mec prend 80%. Je dis non, je suis désolé, je passe du temps pour travailler, surtout qu'en plus c'est peut-être moi qui vais mettre l'autre en avant pour certaines personnes.
Donc, non, il faut que tous les artistes fassent attention à ça. C'est comme dans le monde réel, hein. Le milieu du graphisme, ça a toujours été très exploité. Comme les grandes marques qui font des super concours pour être mis en avant. Mais non, les mecs sont mis en avant un mois. Eux, ils ont une campagne de pub gratos. C'est pas comme ça que ça marche, la vie, hein. Avec le confinement qui guette et le couvre-feu qui règne, c'est limite plus facile de créer dans la blockchain que pour des musées qui sont soit fermés, soit à jauge très réduite. C'est ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça crée aussi de la motivation pour certains, parce que qui se sentent pas bien dans leur vie artistique ou autre, ils peuvent essayer ici, quoi. Ouais. Merci beaucoup Arc d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce hors-série vous aura plu. N'hésitez pas à partager le nom d'interlocuteur que vous aimeriez entendre sur ce format sur les réseaux sociaux de Cryptost comme Twitter ou Telegram. D'ici là, rendez-vous sur le site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.